Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire fascinante et millénaire des cartes de tarot, depuis leurs origines orientales jusqu'à leur consolidation comme l'un des objets culturels les plus emblématiques du monde occidental. Un voyage qui traverse les continents, les siècles et les civilisations, révélant comment de simples morceaux de papier illustrés se sont transformés en symboles de pouvoir, d'art et de mystère. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de récits documentaires comme celui-ci. Il existe, quelque part entre le passé lointain et le présent, un fil invisible qui relie les mains d'un artisan égyptien du XIIIe siècle aux mains d'un noble italien de la Renaissance. Ce fil traverse les déserts, les mers et les montagnes. Il parcourt des routes commerciales oubliées et les couloirs de palais somptueux. Et tout au long de son étendue, il porte avec lui quelque chose qui, à première vue, peut sembler trivial. Un jeu de cartes. Mais ces cartes ne sont pas triviales. Elles renferment une histoire que peu de gens connaissent en entier, une histoire de transformation, d'échanges culturels, d'art et de pouvoir. Une histoire qui commence bien plus tôt que ce que la plupart des gens imaginent et qui se déploie de manière surprenante au fil des siècles. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter le temps. Non pas jusqu'à l'Europe médiévale comme beaucoup le supposent, mais jusqu'à un lieu encore plus lointain, tant dans l'espace que dans la chronologie. Il faut remonter jusqu'en Asie, où le papier a été inventé, et d'où il a commencé sa lente migration vers l'Ouest, portant en lui une possibilité qui changerait à jamais la façon dont les êtres humains s'amusaient, pariaient, et plus tard, cherchaient un sens dans l'inconnu. Le papier, cette invention si fondamentale pour la civilisation, est né dans la Chine ancienne, et avec lui sont nés aussi les premiers jeux de cartes dont on ait connaissance. Ces jeux primitifs, connus sous le nom de cartes-monnaie, utilisaient des enseignes représentant des pièces et des valeurs financières, reflétant la culture commerciale de la société chinoise. Au fil des siècles, ces cartes ont voyagé par les routes de la soie, passant par la Perse et le monde arabe, se transformant à chaque étape, s'adaptant à chaque culture qui les accueillait. C'est dans le sultanat mamelouk d'Égypte, entre le XIIIe et le XIVe siècle, que les cartes à jouer ont pris une forme qui allait devenir décisive pour toute l'histoire subséquente. Les Mamelouks, ces guerriers d'origine turque et circassienne qui avaient été réduits en esclavage avant d'accéder au pouvoir, gouvernant l'Égypte et une partie du Levant, développèrent un jeu sophistiqué et élégant qui reflétait les valeurs de leur cour. Ce jeu, composé de 52 cartes divisées en 4 enseignes, est considéré par la majorité des historiens comme l'ancêtre direct des jeux européens. Les 4 enseignes du jeu mamelouk étaient les deniers, les épées, les coupes et les maillets de polo. Chaque enseigne contenait 10 cartes numérotées et 3 cartes de cour nommées Malik, qui signifiaient roi, Naïb Malik ou vice-roi, et Tani Naïb, le second vice-roi. Il est intéressant de noter que le terme même utilisé pour désigner les cartes à jouer dans plusieurs langues européennes porte les échos de cette origine arabe. En espagnol, par exemple, les cartes sont appelées nep, un mot qui dérive directement du terme naïb utilisé dans les jeux mamelouks. L'une des découvertes les plus significatives pour la compréhension de cet héritage a eu lieu en 1931, lorsque l'historien Leo Arié-Mayer a trouvé au palais de Topkapi, à Istanbul, un ensemble presque complet de cartes à jouer mamelouks. Ces cartes, datant du XVe siècle, étaient extraordinairement belles, décorées de motifs floraux complexes, d'une calligraphie arabe ornée et de détails dorés. Contrairement aux jeux européens qui viendraient plus tard, les cartes de la cour mamelouk ne présentaient pas de figures humaines, suivant la tradition islamique d'éviter la représentation d'êtres vivants. À leur place, on trouvait des inscriptions calligraphiques indiquant la valeur et la position de chaque carte, accompagnées de vers qui fonctionnaient comme des maximes de bonne chance. Mais l'ensemble de Topkapi n'était pas le seul vestige de l'existence de ces cartes. Des fragments encore plus anciens, datant des XIIe et XIIIe siècles, ont été retrouvés dans la collection Kir et au musée Benaki, correspondant aux périodes fatimides tardives, ayyoubides et mamelouks initiales. Ces fragments constituent les cartes à jouer les plus anciennes du monde connues à ce jour, et leur existence confirme que la tradition des jeux de cartes dans le monde islamique était profonde et bien établie bien avant tout registre européen. Le passage des cartes du monde islamique à l'Europe
est un chapitre fascinant de cette histoire. Les chercheurs pensent que cela s'est produit principalement par le biais des routes commerciales reliant l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient aux ports italiens et espagnols. Venise, Gênes et Barcelone étaient des points de contact naturels entre les civilisations chrétiennes et islamiques, et c'est par ces canaux que les cartes à jouer sont arrivées sur le continent européen. Le registre le plus ancien de cartes à jouer en Europe date de 1367, trouvé à Berne, en Suisse, bien que cette source soit contestée par certains chercheurs, car la copie la plus ancienne disponible remonte à 1398 et pourrait avoir été altérée. Ce qui est généralement accepté comme la première référence italienne est une interdiction florentine datant de 1377. Quelle que soit la date exacte, une chose est sûre. Dès leur apparition, les cartes se sont propagées en Europe avec une vitesse impressionnante, comme en témoignent les nombreux registres d'interdiction de jeux de cartes qui ont surgi dans diverses villes au cours des décennies suivantes. On sait peu de choses sur l'apparence et le nombre de ces premières cartes européennes. L'information la plus significative provient d'un texte écrit par Jean de Rheinfelden en 1377 dans la ville de Fribourg, en Allemagne. Dans ce document, Rheinfelden décrit, entre autres variations, un jeu de base contenant les 4 enseignes encore actuelles de 13 cartes chacune, les cartes de cour étant généralement le roi, l'Ober et l'Unter, des termes qui signifiaient quelque chose comme maréchaux supérieurs et inférieurs, bien que les dames et les reines fussent déjà connus à cette époque. Les Européens, en recevant les cartes mamelouks, se sont empressés de les adapter à leur propre contexte culturel. Les enseignes ont été modifiées, mais ont conservé des similitudes évidentes avec leurs prédécesseurs islamiques. Les deniers sont restés des deniers, les épées sont restées des épées, les coupes sont restées des coupes. Seuls les maillets de polo, un sport inconnu en Europe, ont été réinterprétés comme des bâtons ou des sceptres. Les cartes de cour, qui dans le jeu mamelouk n'étaient représentées que par des inscriptions calligraphiques, ont gagné des figures humaines, reflétant la tradition européenne de représentation picturale. Des rois, des chevaliers et des valets ont remplacé les sultans et les vice-rois d'Orient. Les premiers jeux européens utilisaient les enseignes de bâtons, de deniers, d'épées et de coupes. Ces enseignes sont encore utilisées aujourd'hui dans les jeux traditionnels italiens, espagnols et portugais, ainsi que dans les jeux de tarot divinatoires modernes, qui sont apparus pour la première fois à la fin du XVIIIe siècle. C'est une continuité remarquable, un lien qui persiste depuis plus de 600 ans. Mais l'histoire qui nous intéresse vraiment ici n'est pas seulement celle des cartes à jouer ordinaires. C'est l'histoire de quelque chose de plus complexe, de plus mystérieux et de plus artistique, l'émergence du tarot. Et pour raconter cette histoire, nous devons nous transporter dans le nord de l'Italie au début du XVe siècle, une région bouillonnante de créativité, d'ambition et de pouvoir. L'Italie de cette période n'était pas un pays unifié, mais une mosaïque de cités-États, de duchés et de républiques, chacun ayant sa propre identité, ses propres dirigeants et ses propres intrigues politiques. Milan, Ferrare, Florence, Bologne, Venise, chacune de ces villes était un monde en soi, et leurs dirigeants rivalisaient entre eux non seulement pour le pouvoir militaire et économique, mais aussi pour le prestige culturel. C'était l'ère de la Renaissance, une période d'effervescence intellectuelle et artistique sans précédent, et les cours italiennes étaient les centres rayonnants de cette transformation. C'est dans ce contexte qu'est apparu quelque chose de nouveau. À un moment donné, entre les décennies 1410 et 1440, quelqu'un a eu l'idée d'ajouter un ensemble de cartes spéciales au jeu commun de 4 enseignes. Ces cartes additionnelles présentaient des illustrations allégoriques, des figures représentant des concepts universels tels que la justice, la force, la roue de fortune, la mort, le jugement et le monde. C'étaient les triomphie, les triomphes, qui plus tard seraient appelés atouts en français et trumps en anglais. La première preuve concrète de l'existence de ces cartes avec atouts provient d'un registre écrit dans les actes de la cour de Florence, daté de 1440, concernant le transfert de 2 jeux à Sigismond Pandolfo Malatesta. Ces nouveaux jeux furent appelés cartes da trionfi, cartes de triomphe. Le terme triomphi évoquait les processions triomphales de la Rome antique, ces défilés grandioses au cours desquels des généraux victorieux exposaient leurs prisonniers et leurs butins dans les rues de la ville. Il y avait dans cette nomenclature une suggestion de hiérarchie, de supériorité.
car les triomphes avaient le pouvoir de vaincre n'importe quelle carte des enseignes communes. Mais avant même ce registre florentin, il existe des indices que quelque chose de similaire était déjà en train d'être créé à la cour de Milan. Un jeu perdu, commandé par le duc Philippe Marie Visconti, a été décrit par le secrétaire Martial de Tortone, probablement entre 1418 et 1425. Martial a décrit un jeu de 60 cartes avec 16 cartes présentant des images de dieux romains et des enseignes représentant 4 types d'oiseaux. Ces 16 cartes étaient considérées comme des atouts, car en 1449, Jacques-Antoine Marcello a rappelé que le duc, alors déjà décédé, avait inventé ce qu'il appelait, en latin, un nouveau et exquis type de triomphe. Ce jeu, bien que perdu pour l'histoire, a pu être le précurseur de tout ce qui allait suivre. La figure de Philippe Marie Visconti est centrale dans ce récit. Duc de Milan depuis 1412, Visconti était un homme de contradiction. Décrit comme reclus, méfiant et physiquement peu attrayant, il apparaissait rarement en public et gouvernait principalement par l'intermédiaire de ses conseillers et généraux. Cependant, il était aussi un amoureux des arts et de la culture, un mécène généreux qui attirait à sa cour des artistes, des écrivains et des musiciens de toute l'Italie. C'est sous son patronage que le peintre Michelin de Besozzo, considéré comme l'un des plus grands artistes de son temps, créa les illustrations pour ce jeu perdu de 60 cartes. Ce qui a exactement motivé Visconti à commander un jeu aussi élaboré reste un mystère. Peut-être était-ce simplement le plaisir du jeu, combiné au désir de posséder quelque chose d'unique et d'exclusif, un objet qui reflèterait sa position et son raffinement. Peut-être y avait-il aussi un élément de compétition avec d'autres cours, un désir de démontrer que Milan était capable de produire des merveilles qu'aucune autre ville ne pouvait égaler. Quelle que soit la motivation, le fait est que ce jeu a établi un précédent qui serait suivi et amplifié au cours des décennies suivantes. Les premiers jeux de tarot proprement documentés ont été enregistrés entre 1440 et 1450, dans les villes de Milan, Ferrare, Florence et Bologne. Ces jeux combinaient le jeu traditionnel de 4 enseignes, chacune avec 14 cartes, totalisant 56 cartes, avec un ensemble additionnel de 21 atouts, et une carte spéciale, le fou ou le mat, qui fonctionnait comme une sorte de joker. Le total était de 78 cartes, la même quantité qui définit un jeu de tarot complet jusqu'à nos jours. Les atouts, avec leurs illustrations allégoriques, étaient la grande innovation. Chaque carte représentait une figure ou un concept faisant partie de l'imaginaire collectif de l'époque. Le battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux, le chariot, la justice, l'ermite, la roue de fortune, la force, le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la maison-dieu, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. Ces figures n'étaient pas des choix aléatoires. Elles reflétaient les valeurs, les croyances et les préoccupations de la société de la Renaissance italienne, et beaucoup d'entre elles avaient des racines dans des traditions philosophiques, religieuses et artistiques remontant à l'Antiquité. L'idée des atouts a pu être inspirée, du moins en partie, par le poème « Les Triomphes » du grand poète italien Pétrarque, publié en 1351. Dans cette œuvre, Pétrarque décrit une série de processions allégoriques dans lesquelles des concepts abstraits triomphent les uns des autres. L'amour triomphe de l'homme, la chasteté triomphe de l'amour, la mort triomphe de la chasteté, la renommée triomphe de la mort, le temps triomphe de la renommée et enfin, l'éternité triomphe du temps. Cette hiérarchie de triomphe trouve des parallèles évidents dans la structure des atouts du tarot, où chaque carte occupe une position spécifique sur une échelle ascendante de puissance. Parmi les jeux de tarot les plus anciens ayant survécu jusqu'à nos jours, les plus célèbres sont les quelques 15 ensembles de ce qu'on appelle le Tarot Visconti Sforza, peint au milieu du XVe siècle pour les dirigeants du duché de Milan. Ces jeux sont de véritables œuvres d'art, exécutées avec une maîtrise et une richesse de détails qui impressionnent encore aujourd'hui. Les cartes ont été peintes à la main sur du carton résistant, avec des peintures opaques sur des fonds travaillés à l'or, et mesurent environ 175 mm sur 87 mm. Chaque carte est une petite peinture de la Renaissance, avec des figures vêtues de costumes de l'époque, entourées d'ornements héraldiques,
et de symboles des familles Visconti et Sforza. Le nom Visconti-Sforza fait référence aux deux familles nobles qui ont commandé et possédé ces cartes. Le lien entre elles s'est fait par le mariage de Blanche-Marie Visconti, fille unique de Philippe-Marie Visconti, avec François Sforza, un condottière ou capitaine mercenaire d'une grande habileté militaire. Ce mariage, célébré en 1441, unit les deux familles et finit par mener François Sforza sur le trône ducal de Milan après la mort de son beau-père en 1447. Les jeux Visconti-Sforza les plus connus sont trois ensembles distincts, aujourd'hui répartis entre divers musées et collections privées à travers le monde. Le plus ancien d'entre eux est celui appelé Cary Yale, également connu sous le nom de Visconti di Modrone, que l'on croit avoir été produit entre 1442 et 1447. Ce jeu, aujourd'hui conservé à la bibliothèque Beinecke de livres rares et manuscrits de l'université de Yale à New Haven, est singulier pour plusieurs raisons. Il contenait à l'origine une dame et une servante dans chaque enseigne, en plus du roi, de la reine, du cavalier et du valet conventionnel, ce qui donnait 6 cartes de cour par enseigne au lieu des 4 habituelles. De plus, le jeu comprenait 3 cartes d'atout, représentant les vertus théologales de la foi, de l'espérance et de la charité, qui n'apparaissent dans aucun autre jeu de tarot de cette époque. Le deuxième ensemble, et peut-être le plus célèbre, est celui appelé Pierpont Morgan Bergamo, produit vers 1451. Originellement composé de 78 cartes, le jeu en contient aujourd'hui 74, car 4 se sont perdus au fil des siècles. Le diable, la maison Dieu, le cavalier de denier et le 3 d'épée. Les 35 cartes restantes sont réparties entre la bibliothèque et musée Morgan à New York, l'Accademia Carrara à Bergame et la collection privée de la famille Colleoni également à Bergame. Les atouts et les cartes de cour présentent des fonds dorés élaborés, tandis que les cartes numérotées sont de couleur crème, décorées de motifs de fleurs et de vignes. Le troisième ensemble est celui appelé Brambilla, ainsi nommé en l'honneur de Jean Brambilla qui a acquis les cartes à Venise en 1900. Depuis 1971, ce jeu fait partie de la collection de la Pinacothèque de Brera, à Milan. On pense qu'il a été commandé à Boniface Bembo par François Sforza en 1463. Boniface Bembo, l'artiste à qui la plupart de ces jeux sont attribués, était un peintre et enlumineur de Crémone, actif entre environ 1442 et 1477. Bembo était le peintre favori de Blanche-Marie Visconti et de son mari, François Sforza, et son atelier était responsable de la production de peintures, de fresques, de scènes bibliques et, évidemment, de cartes de tarot. Des recherches plus récentes suggèrent que certains des ensembles attribués à Boniface pourraient en réalité être l'œuvre de son frère aîné André Bembo ou d'autres artistes de son cercle, comme François Zavatari. Cependant, le style général des cartes Visconti-Sforza, avec leurs figures élégantes, leurs fonds dorés et leur attention méticuleuse aux détails, reflète sans équivoque la tradition artistique de l'atelier Bembo. La beauté de ces cartes était telle que, selon les chercheurs, elles étaient rarement utilisées pour jouer. L'analyse de l'usure des cartes survivantes indique qu'elles ont été peu manipulées, ce qui suggère qu'elles étaient traitées davantage comme des objets d'art et des symboles de prestige que comme des instruments de divertissement quotidien. Cela n'est pas surprenant, compte tenu de l'investissement artistique et financier que leur production exigeait. Chaque carte était peinte individuellement à la main, un processus qui demandait du temps, de l'habileté et des matériaux coûteux. Alors que les jeux Visconti-Sforza représentent l'apogée de la production artistique de tarot au XVe siècle, d'autres jeux de la même époque exploraient des voies différentes. Le tarot Solabusca, créé à la fin des années 1490, est particulièrement remarquable. C'est le plus ancien jeu de tarot complet ayant survécu intact avec l'intégralité des 78 cartes préservées. Contrairement au jeu Visconti-Sforza, le Solabusca a été produit par gravure sur plaque de cuivre, une technique qui permettait une plus grande précision dans les détails, puis coloré à la main. Ce qui rend le Solabusca véritablement révolutionnaire, c'est le fait qu'il soit le premier jeu de tarot connu où toutes les cartes, y compris celles des enseignes communes, sont illustrées par des scènes figuratives. Dans les jeux précédents, seuls les atouts et les cartes de cour recevaient des illustrations élaborées,
tandis que les cartes numérotées présentaient simplement le nombre correspondant de symboles de l'enseigne. Dans le Solabusca, chaque carte raconte une histoire visuelle, avec des personnages engagés dans diverses activités, une innovation qui ne deviendrait la norme que plus de 400 ans plus tard, lorsque Pamela Colman Smith créa les illustrations pour le jeu Rider-Waite-Smith en 1909. Les atouts du Solabusca se distinguaient également par le fait qu'il ne suivait pas l'iconographie traditionnelle du tarot. Au lieu des figures allégoriques habituelles, il représentait des héros et des personnages historiques de l'Antiquité classique, tels que Nabuchodonosor, Caius Marius et d'autres protagonistes de l'histoire romaine. Les atouts portaient une numérotation en chiffres romains, tandis que les cartes des enseignes utilisaient des chiffres arabes, une combinaison qui reflétait la rencontre entre différentes traditions culturelles. La devise latine qui apparaissait sur certaines cartes, Traor Fatis, qui signifie « Je suis conduit par le destin », conférait au jeu une aura de mystère et de profondeur philosophique. Le Solabusca est resté pratiquement inconnu pendant des siècles, passant de main en main entre des familles nobles italiennes sans jamais atteindre une visibilité publique. En 1907, la famille Busca Serbelloni, qui possédait alors le jeu, fit don de photographies en noir et blanc de l'ensemble des 78 cartes au British Museum de Londres. C'est là que, 2 ans plus tard, les images ont probablement été vues par Arthur Edward Waite et Pamela Colman Smith, qui travaillaient à la création de leur propre jeu de tarot. Les similitudes entre plusieurs cartes du jeu Rider-Waite-Smith et du Solabusca sont évidentes, notamment sur le 3 d'épée et le Dix de bâton, confirmant l'influence du jeu de la Renaissance sur la création moderne de tarot la plus célèbre. En 2009, le ministère des Biens et Activités culturelles d'Italie a acquis le jeu Solabusca pour 800 000 €, le confiant à la Pinacothèque de Brera, à Milan, où il peut être admiré par le public encore aujourd'hui. Dans l'Italie du XVe siècle, bien que l'ensemble des cartes incluses dans les jeux de tarot fût généralement cohérent, la nomenclature et l'ordre des atouts variaient considérablement d'une région à l'autre. Ces variations régionales constituent un champ d'étude fascinant, car elles révèlent les différentes traditions culturelles et préférences esthétiques des diverses cités-États italiennes. L'historien Michael Demet, l'un des plus grands spécialistes du tarot, a classé les variations d'ordre des atouts en 3 catégories principales. À Bologne et Florence, l'atout le plus élevé était l'ange, le jugement, suivi du monde. Ce groupe s'est propagé principalement vers le sud, traversant les États pontificaux, le royaume de Naples et arrivant finalement au royaume de Sicile, bien qu'il fût également connu dans les États de Savoie. À Ferrare, le monde était l'atout le plus élevé, suivi de la justice et de l'ange. Ce groupe s'est propagé principalement vers le nord-est, jusqu'à Venise et Trente, où ce ne fut qu'une mode passagère s'éteignant à la fin du XVIe siècle. À Milan, le monde était l'atout le plus élevé, suivi de l'ange, et cet ordre est celui utilisé dans le tarot de Marseille. Demet a également écrit sur une possible 4e lignée qui aurait pu exister le long de la frontière franco-italienne, se propageant vers le nord par la France jusqu'à ce que son dernier descendant, le tarot belge, s'éteigne vers 1800. Ces variations régionales n'étaient pas de simples caprices. Elles reflétaient des différences profondes dans la manière dont les différentes communautés comprenaient la hiérarchie des valeurs représentées dans les atouts. La position relative de l'ange et du monde, par exemple, pouvait indiquer si une communauté donnée valorisait davantage la transcendance spirituelle ou la plénitude terrestre. C'étaient des questions philosophiques traduites dans le langage apparemment simple d'un jeu de cartes. Bien qu'un prédicateur dominicain se soit élevé contre les maux inhérents aux cartes à jouer, principalement à cause de leur utilisation dans les paris, lors d'un sermon au XVe siècle, on n'a pas trouvé de condamnation systématique du tarot durant son histoire initiale. Cette absence d'opposition religieuse est notable, étant donné que l'Église catholique était une institution puissante et vigilante qui n'hésitait pas à condamner les pratiques qu'elle jugeait moralement dangereuses. Le fait que le tarot ait échappé à cette condamnation suggère qu'à ses débuts, il était simplement perçu comme un jeu, sans les connotations ésotériques et divinatoires qui lui seraient associées des siècles plus tard. La production des premiers jeux de tarot était une entreprise artisanale d'une grande complexité. Comme les cartes les plus anciennes étaient peintes à la main, une par une,
on pense que le nombre de jeux produits a été relativement faible. Chaque jeu était une œuvre d'art unique, créée sur commande pour un mécène spécifique, généralement un membre de la haute noblesse. Cela signifiait que le tarot était, dans ses premières années, un passe-temps exclusif des élites, inaccessible à la vaste majorité de la population. Cette situation a commencé à changer avec l'invention de l'imprimerie. La possibilité de reproduire des cartes à grande échelle en utilisant des gravures sur bois et plus tard des gravures sur métal a démocratisé l'accès au tarot et a permis sa diffusion auprès d'une part beaucoup plus importante de la société. Les cartes ont cessé d'être des objets de luxe réservés au palais et ont commencé à circuler dans les tavernes, les foires et les maisons de jeux de toute l'Europe. L'expansion du tarot au-delà des frontières italiennes s'est produite principalement pendant les guerres d'Italie, une série de conflits ayant impliqué les grandes puissances européennes pour le contrôle de la péninsule italienne entre 1494 et 1559. Lorsque les armées françaises et suisses ont marché sur le nord de l'Italie, elles y ont découvert, parmi beaucoup d'autres choses, les jeux de tarot. Et lorsqu'elles sont retournées dans leur pays d'origine, elles ont emporté avec elles non seulement les butins de guerre, mais aussi ce fascinant jeu de cartes. La version la plus éminente du tarot qui s'est diffusée en France et en Suisse fut ce qu'on appelle le tarot de Marseille, d'origine milanaise. Le nom peut suggérer que le jeu a été créé à Marseille, mais en réalité, il a été développé initialement dans la région de Milan, puis adapté et produit à grande échelle dans la cité portuaire française. Le tarot de Marseille n'a pas été inventé à Marseille. C'est Marseille qui lui a donné un second souffle et une identité visuelle unique. Le plus ancien jeu au standard de Marseille, ayant survécu jusqu'à nos jours, est celui de Philippe Vachier, daté de 1639. Vachier était un cartier qui a travaillé à Marseille de 1632 jusque vers 1670. Son jeu, composé de 78 cartes produites par gravure sur bois avec des couleurs appliquées au pochoir, est resté inconnu pendant des siècles jusqu'à sa découverte par l'historien français Thierry de Police. En 2023, le jeu a été vendu aux enchères à Paris, provoquant une grande excitation dans le monde des collectionneurs et des chercheurs du tarot. Heureusement, il a été acquis par Yves Reynaud, un quartier de Marseille dédié à la préservation de la tradition du tarot, qui a publié une reproduction fidèle du jeu, le rendant accessible au public pour la première fois en près de 400 ans. Le tarot de Marseille est devenu le modèle prédominant pour les jeux de tarot en France et dans une grande partie de l'Europe occidentale. Ses caractéristiques visuelles, avec ses figures expressives, ses couleurs primaires vibrantes, ses lignes marquées et une iconographie à la fois simple et profondément symbolique, sont devenus instantanément reconnaissables et ont influencé pratiquement tous les jeux de tarot subséquents. À la fin du XVIIe siècle, Marseille était devenu le plus grand centre de production de cartes de tarot au monde. Le quartier du Panier, au cœur de la ville, abritait de nombreux maîtres quartiers, chacun employant des dizaines d'ouvriers. À la fin de ce siècle, il y avait au moins 9 ateliers de fabrication de cartes actifs dans la ville, et une rue conserve encore aujourd'hui le souvenir de cette tradition. La traverse des quartiers. Ces artisans ne se contentèrent pas de reproduire des modèles existants. Ils créaient, illustraient et imprimaient également des cartes en utilisant des techniques très spécifiques, notamment la gravure sur bois et la mise en couleur manuelle. Alors que le tarot de Marseille se consolidait comme le standard dominant en France et dans une grande partie de l'Europe, d'autres variations régionales continuaient de fleurir en Italie. À Florence, un jeu étendu appelé Minciate a gagné en popularité dès le début du XVIe siècle. La première mention connue de ce jeu sous le nom de Germini date de 1106 et le nom dérivait de la carte des Gémeaux, l'atout le plus élevé parmi les cartes récemment introduites. Le jeu de Minciate était remarquable par sa taille et sa complexité. Avec 97 cartes, il comprenait non seulement les atouts traditionnels du tarot, mais aussi des symboles astrologiques correspondant aux 12 signes du zodiaque et aux 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. Ces ajouts transformèrent le jeu en quelque chose de considérablement plus complexe que le tarot conventionnel, exigeant des joueurs une plus grande capacité stratégique et une connaissance plus large de la symbologie utilisée. Les cavaliers du Minciate, qui dans les jeux de type Marseille étaient représentés comme des figures montées sur des chevaux, apparaissaient dans de nombreux jeux de Minciate
comme des centaures ou des sphinx, des créatures mythologiques qui conféraient au jeu une atmosphère de mystère et de fantaisie. Les enseignes suivaient le standard portugais, à l'exception des bâtons, qui étaient représentés comme des sceptres, suivant le système d'enseignes du nord de l'Italie. À partir de Florence, le Minciate s'est propagé à d'autres régions d'Italie et même en France au cours du XVIIe siècle. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, le tarot était essentiellement un jeu de cartes, utilisé pour le divertissement et les paris, sans aucune connotation mystique ou divinatoire. La transformation du tarot en instrument de divination et d'exploration ésotérique est un chapitre ultérieur de cette histoire, et un chapitre qui mérite d'être raconté avec soin, car il a impliqué une série de malentendus, d'interprétations créatives et de mythologies inventées qui se sont entrelacées avec l'histoire réelle des cartes de manière surprenante. Le point de départ de cette transformation peut être situé en 1781, lorsque l'érudit français Antoine Court de Gébelin publia le 8e volume de son œuvre monumentale, Le Monde primitif. Dans ce volume, Court de Gébelin présenta une théorie audacieuse, et comme on le prouverait plus tard, complètement infondée, il affirma que les cartes du tarot étaient en réalité les vestiges d'un ancien livre de sagesse égyptienne, le légendaire livre de Thoth, le dieu égyptien de la connaissance. Selon Court de Gébelin, le tarot avait été apporté d'Égypte en Europe par les Bohémiens, qui l'utilisaient comme instrument de divination depuis des temps immémoriaux. Cette théorie n'avait aucune base historique. Court de Gébelin vivait à une époque de grande fascination pour la culture de l'Égypte ancienne, et ses affirmations reflétaient davantage les préjugés et les fantasmes de son époque que toute recherche sérieuse. Cependant, ces idées trouvèrent un terrain fertile dans l'imagination populaire et parmi les cercles ésotériques de l'époque et eurent des conséquences profondes et durables. Inspiré par les idées de Court de Gébelin, Jean-Baptiste Aliette, un professeur d'arithmétique français qui adopta le pseudonyme d'Eteia, une inversion de son nom de famille, publia en 1785 un manuel intitulé « Manière de se récréer avec le jeu de cartes nommé Tarot ». On attribue généralement à Eteia la création du terme cartomancie pour décrire l'utilisation des cartes à des fins divinatoires, et en 1789, il publia le premier jeu spécifiquement conçu pour un usage ésotérique, le fameux Grand Eteia. Ce jeu incluait des références à l'astrologie, à l'alchimie et aux savoirs occultes, inaugurant une nouvelle phase dans l'histoire du tarot. La plus célèbre cartomancienne de tous les temps, Marie-Anne Adélaïde Lenormand, aurait utilisé le jeu d'Eteia à son arrivée à Paris en 1789, l'année même de la Révolution française. Lenormand créa un salon de voyance qui attira les noms les plus illustres de l'époque, consolidant l'image du tarot comme instrument de prédiction de l'avenir dans la culture populaire française. Au XIXe siècle, l'occultiste français Eliphas Lévy approfondit le lien entre le tarot et la tradition kabbalistique juive, associant pour la première fois chacun des 22 atouts à une lettre de l'alphabet hébreu. Cette association, bien qu'également dépourvue de base historique, devint un pilier fondamental de l'ésotérisme moderne et influença profondément l'interprétation du tarot au cours des générations suivantes. Dans l'Angleterre de la fin du XIXe siècle, l'ordre hermétique de l'Aube dorée, Hermetic Order of the Golden Dawn, une société secrète dédiée à l'étude et à la pratique de la magie cérémonielle, incorpora le tarot dans son système d'enseignement et d'initiation. Des membres éminents de l'ordre, tels qu'Arthur Edward Waite et Aleister Crowley, allaient développer leur propre jeu de tarot, qui deviendraient les plus influents du XXe siècle. En 1909, Arthur Edward Waite commanda à l'artiste britannique Pamela Colman Smith la création des illustrations pour un nouveau jeu de tarot. Smith et Waite s'étaient rencontrés au sein de l'Ordre de l'Aube dorée et partageaient un intérêt profond pour le spiritualisme, le ritualisme et le symbolisme. Au cours de l'été de cette année-là, Smith produisit les illustrations pour l'ensemble des 78 cartes, créant ce qui allait devenir le jeu de tarot le plus populaire et le plus largement utilisé au monde. Le jeu Rider-Waite-Smith, ainsi nommé en référence à l'éditeur Rider & Company, au concepteur Arthur Edward Waite et à l'artiste Pamela Colman Smith, introduisit des innovations significatives dans la tradition du tarot. La plus importante d'entre elles fut l'illustration complète de toutes les cartes des enseignes mineures, les cartes numérotées,
chose qui n'avait pas été faite depuis le tarot Solabusca, plus de 400 ans auparavant. Smith avait visité une exposition de cartes de tarot italienne du XVe siècle au British Museum en 1907, ce qui aurait profondément inspiré son travail. Malgré sa contribution inestimable à l'histoire du tarot, Pamela Colman Smith reçut peu de reconnaissance de son vivant. Waite lui paya une somme modeste pour la création des illustrations et elle ne reçut aucune redevance sur la vente des jeux. Smith s'éteignit en 1951 dans une relative obscurité, et ce n'est qu'au cours des décennies suivantes que son rôle fondamental dans la création du jeu le plus célèbre au monde commença à être dûment reconnu. Le jeu de Smith et Waite se popularisa immensément au cours des années 1970, lorsqu'un regain d'intérêt pour le tarot et l'ésotérisme se propagea dans la culture occidentale. Le jeu fut adopté notamment par les mouvements féministes, les militants anti-guerre et les défenseurs des droits de l'homme, qui trouvèrent dans les images des cartes un langage symbolique pour exprimer leurs aspirations et leurs valeurs. Depuis lors, le tarot Rider-Waite-Smith a été continuellement réimprimé et sert de modèle à d'innombrables jeux contemporains. Mais ce serait une erreur de penser que l'histoire du tarot se résume à sa dimension ésotérique et divinatoire. En Europe continentale, particulièrement en France, en Suisse, en Autriche et dans certaines parties de l'Italie, le tarot a continué d'être pratiqué comme un jeu de cartes tout au long de ces siècles, sans aucune connotation mystique. Le tarocchini italien, le tarot français et le tarot autrichien sont des variations d'un jeu de plis qui utilise le jeu de tarot complet et qui est pratiqué encore aujourd'hui, maintenant vivante la tradition ludique originale qui a donné naissance à ces cartes. En France, la Fédération française de tarot publie les règles officielles du jeu et organise des compétitions régulières, démontrant que le tarot en tant que jeu de cartes est loin d'être une relique du passé. Dans de nombreuses régions d'Europe, s'asseoir autour d'une table pour faire une partie de tarot reste un passe-temps populaire et respecté, aussi éloigné de la cartomancie que les échecs le sont de l'astrologie. C'est cette dualité qui rend l'histoire du tarot si fascinante. D'un côté, nous avons un jeu de cartes inventé dans le nord de l'Italie au XVe siècle, un divertissement aristocratique qui s'est démocratisé avec l'invention de l'imprimerie et s'est répandu dans toute l'Europe. De l'autre, nous avons un instrument de divination et de connaissance de soi apparu à la fin du XVIIIe siècle, fruit d'interprétations erronées mais créatives, qui se sont profondément enracinées dans la culture occidentale. Et entre ces deux pôles, nous avons des siècles d'art, d'histoire et de transformation culturelle. Les cartes de tarot sont, en un certain sens, un miroir de l'humanité. Elles reflètent nos peurs et nos espoirs, nos valeurs et nos contradictions, notre quête incessante de sens dans un monde qui semble si souvent chaotique et incompréhensible. De l'artisan mamelouk, qui peignit les premières cartes à jouer dans un atelier du Caire à l'artiste britannique qui illustra le jeu le plus célèbre du monde dans un studio londonien, en passant par les nobles italiens qui transformèrent de simples cartes en chefs-d'œuvre de la Renaissance, chaque chapitre de cette histoire est un témoignage de la créativité et de la capacité d'adaptation de l'esprit humain. Les cartes ont voyagé de continent en continent, se transformant à chaque étape, absorbant des éléments de chaque culture qui les a accueillis, tout en conservant quelque chose d'essentiel, quelque chose qui reste reconnaissable à travers les siècles. Les 4 enseignes que l'artisan mamelouk a peintes au XIIIe siècle, deniers, épées, coupes et bâtons, sont les 4 mêmes enseignes que nous trouvons dans un jeu de tarot acheté aujourd'hui dans n'importe quelle librairie du monde. Cette continuité est remarquable et nous rappelle que, même si les civilisations changent, certaines structures fondamentales de l'expérience humaine restent étonnamment constantes. Les 78 cartes du tarot continuent de raconter leurs histoires silencieuses. Le fou, le mat, commence son voyage, marchant insouciant au bord d'un précipice. Le battleur lève sa baguette vers le ciel. L'impératrice repose sur son trône entourée d'abondance. La roue de fortune tourne sans cesse, élevant les uns et précipitant les autres. La mort chevauche son coursier blanc, nous rappelant que tous les cycles arrivent à leur terme et que de chaque fin naît un nouveau commencement. Et le monde danse dans sa couronne de laurier, célébrant la complétude et la réalisation. Ces images, nées dans les ateliers des artisans italiens de la Renaissance, affinées par les quartiers de Marseille,
réinterprété par les occultistes français et anglais et continuellement réinventé par des artistes contemporains du monde entier, constituent l'un des langages symboliques les plus riches et les plus durables de la culture occidentale. Elles ont survécu aux guerres, aux révolutions, aux changements de régime et aux transformations technologiques. Elles ont traversé les frontières géographiques, linguistiques et culturelles, et elles continuent de fasciner, d'intriguer et d'inspirer plus de 500 ans après leur apparition. L'histoire du tarot est en fin de compte une histoire sur la condition humaine elle-même. C'est sur notre besoin de jouer et de nous divertir, notre fascination pour le beau et le mystérieux, notre tendance à chercher des schémas et des significations, même là où ils n'existent peut-être pas, notre capacité à transformer des objets quotidiens en véhicules d'expression artistique et philosophique, et par-dessus tout, notre inlassable curiosité sur ce que l'avenir nous réserve, une curiosité aussi ancienne que la civilisation elle-même, et qui, comme les cartes de tarot, semble destinée à durer tant qu'il y aura des êtres humains sur la face de la Terre. D'un atelier au Caire du XIIIe siècle, à un atelier à Londres au début du XXe siècle, des mains du duc de Milan aux mains de n'importe quelle personne qui bat aujourd'hui un paquet de 78 cartes, le tarot a parcouru un voyage extraordinaire. Et ce voyage, comme les meilleures histoires, est loin d'être terminé. À chaque nouveau jeu qui est créé, à chaque nouvelle interprétation qui est offerte, à chaque nouvelle main qui s'étend pour retourner une carte, le tarot se réinvente et se renouvelle, prouvant que certaines histoires sont véritablement éternelles. Si ce voyage à travers le temps et les mystères des cartes de tarot a éveillé votre curiosité, si vous avez ressenti la fascination de découvrir les chemins parcourus par ces petits morceaux de papier illustrés au fil des siècles, alors faites comme les grands mécènes de la Renaissance italienne. Investissez dans ce qui éveille votre passion. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochains récits documentaires. Laissez un j'aime en signe que cette histoire a trouvé un écho en vous et partagez dans les commentaires quel aspect de cette saga millénaire a le plus attiré votre attention. Après tout comme le tarot, chaque commentaire raconte une histoire, et chaque histoire mérite d'être entendue. On se retrouve au prochain documentaire.